Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Le Burkina Faso pleure toujours ses vaillants soldats tombés sous les balles des terroristes ce vendredi 2 mars en plein cœur de Ouagadougou et au cœur du dispositif sécuritaire burkinabé, l'état-major des armées. Mais le deuil n'est pas que burkinabé, il est régional. Le président fort Yassingbe du Togo, président en exercice de la CEDEAO, et son homologue du Niger, le président Issoufou Mahamadou, président en exercice du G5 Sahel, ont tenu à dire toute la solidarité internationale à leur homologue ce lundi à Ouagadougou, à leur homologue Roch-Marc Christian Kaboré. Mais qui sont ces djihadistes qui ont frappé le Burkina Faso? Qui sont ces djihadistes qui se disent membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans? Ont-ils bénéficié des complicités au sein de l'armée? Pourquoi avoir frappé le Burkina Faso? Quelle riposte face à cette double attaque de ce vendredi 2 mars 2018? Trois invités avec moi pour en parler. Maître Issaka Zampaligré, vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous revenez justement du Burkina Faso. Vous êtes rentré du Burkina Faso ce dimanche 4 mars. Vous étiez donc sur place lorsque la double attaque a eu lieu, mais vous y étiez surtout pour participer au procès dit du putsch manqué de septembre 2015. Vous êtes avocat de l'un des accusés à ce procès. Un procès reporté sine die, mais certains de vos compatriotes essayent de faire le lien entre ce procès et cette double attaque de Ouagadougou. Vous nous direz, Maître Zampaligré, au cours de cette émission, votre avis sur la question, mais surtout, vous nous direz l'état dans lequel vous avez laissé vos compatriotes au lendemain de cette double attaque. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mahmoud Alpha Bonkanere Maïga, vous êtes, vous, journaliste, anthropologue, spécialiste du Sahel. Vous traitez des questions du terrorisme et du djihadisme. Vous êtes l'auteur de ce livre, Mali, le chaos généralisé, publié aux éditions Paris. Merci, monsieur Maïga, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Bakary Traoré, vous êtes vous aussi un spécialiste du Sahel, journaliste, analyste politique. Merci à vous également d'avoir accepté de participer à cette émission. De rien, Mirchard, c'est avec plaisir. Ils ont frappé ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité des Burkinabés et la défense du territoire. Mais qui sont ces terroristes qui ont attaqué ce vendredi 2 mars l'état-major des armées, le cœur du dispositif sécuritaire burkinabé? Pourquoi le Burkina Faso et quel enseignement est tiré de cette double attaque à Ouagadougou? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce reportage signé Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Après avoir été revendiqué dimanche par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GESIM, le sujet des attaques simultanées qui ont frappé vendredi l'ambassade de France à Ouagadougou et l'état-major général des armées continue de polariser le débat. Autant les Burkinabés ont très peu appris de l'identité du groupe qui les a orchestrés, autant ils s'interrogent sur les motivations réelles d'une telle action. Une action qui, disons, a plongé les populations dans le désarroi. La visite que nous venons d'effectuer, aussi bien à l'état-major général des forces armées du Burkina Faso qu'à l'ambassade de France, nous montre clairement que les intentions de ces deux groupes étaient de faire le maximum de victimes. Et je crois que n'eût été l'efficacité de la riposte, aujourd'hui, on aurait un nombre plus élevé de morts dans cette double attaque. L'attaque a été revendiquée par un groupe armé dirigé par Iyag Agali, un chef terroriste que beaucoup de médias présentent comme un dangereux criminel. Malien, né à Bogassa dans le nord du pays, il aurait combattu dans les années 1970 en Libye, au Liban et au Mali, où il a dirigé d'importants groupes armés tels le MPLA, le MPA et Ansardine. En 2017, il avait également revendiqué l'attaque de Kidal au Mali, qui a coûté la vie à 5 soldats nigériens. Depuis la première attaque en 2015, le Burkina Faso a certes tiré du phénomène plusieurs enseignements. Mais il reste que la lutte contre le terrorisme est une lutte qui demande de la patience. La lutte contre le terrorisme, je l'ai déjà dit, c'est une lutte de longue haleine. Et dans ce combat, aucun sacrifice ne sera de trop pour la défense de notre patrie.
c'est vrai. Les événements récents ont certainement ébranlé le peuple burkinabé. Mais je dois pouvoir vous rassurer que le peuple burkinabé restera debout et que nous arriverons au bout du terrorisme, quels que soient les sacrifices que nous devons consentir. Rappelons que la double attaque de Ouagadougou a fait 8 victimes parmi les forces de défense et de sécurité burkinabé. Elles auraient été commanditées, selon le groupe, en représailles à une opération de l'armée française qui aurait tué et capturé au Nord Mali plusieurs de ses membres. Maître Issaka Zampaligré, vous étiez à Ouagadougou ce vendredi 2 mars quand vous appreniez que l'armée de votre pays a été frappée à son cœur, l'état-major des armées, par un groupe de terroristes. Comment avez-vous accueilli cette annonce terrible? Je dis ma compassion à tous les parents des victimes, à tous ces blessés qui sont nombreux, et mon soutien à cette armée qui se bat chaque jour pour la préservation de la vie des Burkinabés. Mais lorsqu'on parle de l'état-major du Burkina, il y a quand même lieu de relativiser. Contrairement à des états-majors généraux des armées, oui, l'état-major général de l'armée burkinabé, oui, c'est un simple service administratif situé en pleine ville, dans un bâtiment civil à côté du marché de Ouagadougou. Aux alentours, vous remarquerez qu'il y a une banque, il y a une mairie, il y a même un centre culturel français, Georges Méliès, qu'une simple rue sépare. Il y a la population tout autour, oui, et ceux qui y travaillent, quelquefois, ils viennent sans armes. Donc, ce n'est pas une caserne militaire. Toutes nos casernes militaires sont imprenables. Je crois que les djihadistes le savent. Mais c'est tout de même un symbole fort qu'ils ont tenté de frapper en ayant cumulativement, au même moment, attaqué une enclave diplomatique qui est certainement imprenable. Et ils le savaient, peut-être pour des raisons de diversion. Et je crois que c'est ce qu'il convient de dire aujourd'hui. L'état-major du Burkina est difficilement sécurisable si l'on ne veut pas prendre de risque d'atteinte aux populations civiles. Alors donc, ce n'est pas nécessairement une victoire très importante. Ce n'est pas un état-major véritable, ce n'est pas une caserne militaire. Mais je dois ajouter, si vous me permettez, oui, qu'il y a aussi un autre fait qu'il faudrait peut-être mentionner. Nous savons que l'armée burkinabé est devenue ce fer de lance de cette lutte du G5 qui enregistre des résultats. D'où la raison de ce choix justifié des terroristes de frapper l'armée qui leur fait le plus mal possible. Vous faites bien de le préciser, Maître Zampaligré. Et d'ailleurs, comment ne pas saluer ici la réactivité de l'armée burkinabé qui a réussi à neutraliser en un temps record ces terroristes. Sinon, on aurait eu plus de victimes que ça. Monsieur Maïga, Maître l'a dit, a évoqué une raison pour lesquels, effectivement, ces terroristes s'en sont pris à Ouagadougou et au Burkina Faso. Mais dans le communiqué de revendication de cet attentat, ils ont bien indiqué que c'était en représailles à une opération militaire menée par la France, l'armée française au Mali, opération au cours de laquelle certains de leurs membres ont été tués et donc capturés. La question, c'est pourquoi frapper le Burkina Faso en représailles à une opération menée par l'armée française au Mali? Eh bien, le paradoxe est là. J'ai bien écouté l'éclairage de Maître Zampaligré qui précise les choses. Il s'agit d'un centre administratif appartenant, n'est-ce pas, à l'état-major général des armées. Mais ce n'est pas un camp militaire. Et, on connaît l'armée du Burkina. Un camp militaire ne peut pas être attaqué de cette manière-là, de manière aussi facile, j'allais dire. Mais que ces bandits s'en prennent au Burkina Faso, il y a deux facteurs. Oui. Faites-nous le lien, vous qui êtes spécialiste du Sahel et du terrorisme. Pourquoi frappe-t-on le Burkina Faso alors qu'on parle d'une opération menée par la France? Le premier élément, à mon petit jugement, s'il vous plaît, c'est que le Burkina a été aux avant-postes, par exemple, des libérations des otages tenus par AQMI.
avant. Donc le Burkina est propulsé comme un pays médiateur entre les djihadistes, et ceux qui enlèvent les otages occidentaux. Le Burkina est mis en relief. Déjà, c'est un pays phare. Ensuite, à chaque fois que ces djihadistes qui sont métastasés à travers la frontière commune Mali, Niger, Burkina Faso, chaque fois qu'ils ont frappé ici, ils se trouvaient au Burkina Faso et ils ont été systématiquement battus et chassés. Donc, que Iyad raconte ça, c'est une vengeance, qui se venge, c'est l'armée française qui a frappé et détruit dans le nord du Mali des positions des djihadistes. Ok. Qu'ils aillent s'en prendre au Burkina Faso, c'est pour moi une question. D'accord. Bon, et ce que je sais, après le démantèlement d'un corps d'élite du Burkina Faso, le RSP. Le RSP. Le régiment de sécurité présidentielle. Celui-là même qui est au cœur du procès auquel participait Maître Sampaligré. Voilà. Eh bien, c'est cette force-là qui est d'une capacité opérationnelle extraordinaire, qui est dépecée maintenant, dispersée dans tous les autres bataillons, etc. Bon, ça réduit un peu la prudence ou la vigilance de l'armée burkinabé, notamment côté nord, entre la région de Dori, Marcoy, etc. Oui. Mais ce que vous dites est intéressant, M. Maïga, puisque ça nous permet de revenir un peu sur une polémique qui est née au lendemain donc, de cette double attaque. Il y a des Burkinabés, et la question s'adresse à vous, M. Traoré, qui disent une attaque comme ça, sous Blaise Compaoré, jamais. Jamais elle n'aurait été possible sous Blaise Compaoré. Je pense que face à un phénomène global et dangereux, cruel comme le terrorisme, je pense qu'il faut se garder d'employer le mot jamais. Le 11 septembre... Ils sont dans l'essai quand ils font une telle analyse. Le 11 septembre 2001 nous le rappelle. Le 15 novembre 2015, quand on a attaqué le Bataclan et plusieurs zones de Saint-Denis ici en France, nous rappelle qu'il n'y a pas de petites zones ou de grandes zones. Il n'y a pas de puissance ou d'armées faibles pour attaquer les groupes terroristes. M. Maïga évoque un point qui est important. Il dit le démantèlement du RSP. Le redoutable régiment de sécurité présidentielle composé de 12 000 hommes au temps de Blaise Compaoré peut avoir un impact négatif sur la réactivité, la capacité opérationnelle de l'actuelle armée burkinabé. Je n'en disconviens pas, d'autant plus que ce soit le Burkina Faso, le Mali, qui a connu cette grande crise depuis 2012, nos armées sont en reconstruction, en restructuration. L'armée malienne en particulier. L'armée malienne en particulier. L'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont des armées structurées dans l'Ouest africain. Je n'en disconviens pas. Mais cela dit, même ces armées, que ce soit au Burkina, au Niger ou d'autres en Afrique, ces armées ont été formées dans le cadre de la guerre classique pour la défense des territoires et non pour faire face à des guerres asymétriques comme le terrorisme. Et c'est pourquoi c'est pourquoi je dis que ces armées sont en phase de réadaptation. Et la preuve en est, la réactivité avec laquelle l'armée burkinabé a neutralisé ces groupes armés en témoigne. Le cas de l'attaque du campement dans la banlieue de Bamako l'année dernière, le campement de Kankaba, avec la réactivité avec laquelle la force spéciale de l'armée malienne a neutralisé ces mêmes groupes, témoigne justement que cette restructuration de nos armées par rapport à la nouvelle donne du terrorisme est en cours. Mais cela dit, cela ne dédouane pas bien sûr des problèmes d'ordre structurel, d'ordre équipement, organisation au sein de nos armées qui sont à mettre en exergue. Mais je voulais aborder un sujet très rapidement. J'ai entendu beaucoup de commentaires qui font le lien pour dire que le Burkina a été attaqué plusieurs fois, le Mali a été attaqué plusieurs fois. Donc ces deux pays constituent le ventre mou de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Je m'inscris en fou contre une telle analyse. Je pense que c'est une analyse très simple et simpliste. Dès lors que, quand vous regardez, la France qui a été attaquée en 2015, comme je le disais tantôt tout à l'heure, en 2015 au Bataclan et à Saint-Denis, et l'attaque de Charlie Hebdo. Et même après l'attaque de... Est-ce qu'on peut qualifier la France comme étant le maillon faible de la lutte contre le terrorisme dans l'Europe? Non. Mais non. Donc je pense que le problème est ailleurs. Dans un premier temps, comme je viens de le dire tout à l'heure, nos armées n'ont pas été formées pour faire face à de telles guerres asymétriques. Ça, c'est une réalité qui est là. Mais aussi, ce que beaucoup oublient, c'est que ces groupes armés terroristes ont une logique.
qui n'est pas la même comme nous. C'est vrai. Ils ont attaqué l'armée malienne, l'armée française les a frappés dans le nord du Mali. Et ils ont dit dans leur communiqué, ils ont revendiqué l'attentat pour dire que c'est pour nous venger en quelque sorte des siens qui ont perdu, leurs qui ont perdu dans le nord du Mali. Mais ça répond à quelle logique vous vouliez dire? Parce que ces groupes armés ne connaissent pas de frontières entre les États. Pour ces groupes armés, eh bien, dès lors qu'ils fixent un objectif, ils ne se mettent pas dans l'optique des frontières entre les États. Ils n'ont pas de frontières. Donc ils frappent n'importe qui, n'importe où. Dès lors que leur cible a été visée, que ce soit dans le nord du Mali, au sud du Burkina, au Niger, ou ailleurs, ils vont le frapper. La preuve en est en 2012. Qui pouvait imaginer que le Burkina allait être aujourd'hui dans le cœur des attaques terroristes aujourd'hui? On reviendra effectivement sur ces questions-là, maître. Je souhaiterais qu'on ne fasse pas trop facilement de lien entre la dissolution d'un RSP qui était un corps d'élite dédié à la protection des autorités politiques et puis ce qui arrive aujourd'hui. C'était la même armée quand le RSP a tenté un coup d'État qui a battu le RSP. Donc je ne crois pas qu'il y ait un lien à ce niveau-là. Il y a un problème général de fragilisation d'une sous-région. Oui, en termes sécuritaires. Depuis la chute de Kadhafi de la Libye, et ce qui est plus grave aujourd'hui, Iyad Agali est bien de nationalité algérienne. Malienne. C'est beaucoup plus algérienne. Hein. On pense que son village, c'est celui qui est le responsable. Le responsable sous l'égide duquel les groupuscules se sont rassemblés. Et il envoie semer la désolation, mais il se retrouve en Algérie. Les droits de poursuite jusqu'en Algérie, où l'aide précieuse de l'État algérien ou de la France pour que l'on puisse le retrouver, devrait aujourd'hui être la problématique de taille. Nous ne pouvons pas admettre, comme vous l'avez si bien dit, qu'eux puissent lutter sans frontières et que dans nos regroupements, même G5, il n'y ait pas d'ouverture des frontières, il n'y ait pas d'abandon de souveraineté pour qu'on aille dans leur tanière. C'est de cela qu'il va falloir s'agir. Mais bien entendu, j'aurais voulu rebondir sur ce que vous dites, maître, qui est très précis au demeurant. Et Iyad Agali est un Touareg malien, ancien de la Légion islamique de Kadhafi. Celui qui a ouvert le premier coup de feu pour déclencher la rébellion le 28 septembre 1990. La rébellion au Mali. La rébellion au Mali. Alors, précisons que c'est le responsable du groupe qui a revendiqué la double attaque de Ouagadougou. Mais bien sûr, Iyad s'est insinué au bout d'un moment, après les accords de 1992, qui a scellé une espèce de paix entre les mouvements les moins rebelles du nord du Mali, dit Touareg, et l'État malien, en 1992. Iyad est le seul sur les 100 officiers supérieurs, qui a refusé de porter la tenue de l'armée malienne. Et il a été nommé colonel. Et là-dessus, il a été, par la suite, nommé consul du Mali à Jeddah. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a basculé? C'est à Jeddah qu'il a rencontré ces mouvements fondamentalistes. Et de là-bas, il est parti du côté des Émirats. Et il est revenu autrement. Et il s'est radicalisé. Il s'est converti dans un islam qu'il ne pratiquait pas. Iyad était tout simplement un criminel, un chef rebelle qui a dirigé des opérations que j'ai couvertes en tant que journaliste à l'époque, entre le Figaro et Jeune Afrique. Je l'ai rencontré plusieurs fois dans ses bases arrières, dans le désert malien. Eh bien, il était intraitable. Et c'était un stratège fabuleux, eu égard à sa formation dans les combats qu'il a menés au Liban, en Palestine, au nom de la Légion islamique de Kadhafi. Bon, Iyad s'est radicalisé d'un coup, il est devenu islamiste, il a créé en Sardine. Ce qui est curieux, M. Maïga, et vous le relevez très bien, il s'agit d'abord des fous, des criminels qui n'ont pas de logique. Ils disent, en tout cas, le groupe qui a revendiqué la double attaque de Ouagadougou se prénomme groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. On est peut-être y a-t-il des musulmans parmi les militaires burkinabés qui sont tombés. On peut se poser la question comment tuer des musulmans. Excusez-moi, M. Tagbo. Oui, allez très rapidement. Bon, très rapidement. Et je ne parle pas de ces liens possibles d'infiltration. Je ne parle pas de ça. Mais ce dont je parle ici et très rapidement, c'est que
tout le monde sait où se trouve Iyad Agali. Sa tête a été mise à prix par les Américains. Tout le monde sait où se trouve Iyad Agali. On en parlera. Bon, très bien. On y reviendra dans la amplement. deuxième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite. Voilà.